Bonjour et bienvenue à ce webinaire du CTBM. Je suis Alice Lostis, directrice technique du Centre technique national du biogaz et de la méthanisation, que je vais vous présenter rapidement avant de passer la main à Pascal Grouillez pour parler modèle agricole et industriel de la méthanisation. Donc le CTBM, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau des centres de recherche sur la méthanisation en France, donc le biogaz, le digestat, les coproduits, le CO2. Comme vous pouvez le voir sur la carte, ces laboratoires sont situés un peu partout sur le territoire. Ils travaillent sur des sujets très variés. Et en tant que directrice, j'anime ce réseau. J'organise notamment des webinaires, dont celui-ci. Et j'organise également les journées recherche-innovation, biogaz méthanisation. Les dernières se sont tenues la semaine dernière à Pau. Les supports seront bientôt disponibles sur notre site internet, où vous retrouverez également les webinaires précédents avec leurs enregistrements et leurs supports sur toutes les thématiques du réseau, les propriétés des digestats, la flexibilité des méthaniseurs, les différentes technologies de pré-traitement, des technologies innovantes en voie de développement, etc., etc. Nous avons le soutien de l'ADEME pour nos différentes activités qui compte également des groupes de travail entre adhérents du club biogaz interprofession de la méthanisation sur la valorisation du CO2, la maîtrise des émissions fugitives et les formations dans la filière méthanisation pour répondre aux besoins de compétences. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Pascal Grouillez, qui est professeur d'économie à l'Université Paris-Cité et chercheur au laboratoire du CNRS l'ADIS, qui va nous parler des modèles agricoles et industriels de la méthanisation. Bien, bon, merci Alice. Bonjour à toutes et tous. Merci à l'ATE de m'offrir cette opportunité de venir présenter les résultats de travaux qui sont à la fois déjà terminés mais aussi en cours de réalisation, puisque c'est un travail que je poursuis maintenant et que j'ai commencé en 2017-2018, donc ça commence à remonter maintenant, mais donc il y a un travail que je poursuis sur différentes dimensions. J'aurai l'occasion de revenir sur ces différentes dimensions du travail au cours de la présentation et bien sûr au cours de la séance des discussions qui suivra cette présentation. Alors le thème de la présentation du jour porte sur les modèles agricoles et industriels de la méthanisation. Alors pour ceux qui connaissent déjà les travaux, et comme j'imagine que le public est quand même déjà un public averti sur les enjeux de méthanisation en France, en tous les cas, je voulais souligner pour commencer le fait que je vais élargir mes propos habituels, hein, qui sont d'essayer de discuter plutôt des modèles économiques agricoles de la méthanisation. Étant économiste, c'est le premier objet qui m'a intéressé, et par ailleurs étant également spécialiste de l'agriculture et économiste agricole, c'est surtout sur ça que j'ai commencé mes travaux. Et aujourd'hui, que j'étends un peu aussi par la force des choses, par le constat que la méthanisation et la filière méthanisation, je vais revenir sur ce concept un peu plus tard, qui a commencé maintenant il y a à peu près une vingtaine d'années, est en constante transformation, et les transformations aujourd'hui que nous avions déjà identifiées dans un rapport que nous avons rendu au ministère de l'Agriculture en 2020, eh bien, se caractérise aujourd'hui par l'entrée d'industriels et d'une massification, je vais styliser ce terme un peu de manière journalistique pour l'intérêt du webinaire, mais sans doute qu'il faudrait trouver un terme plus scientifique pour discuter de ce processus, mais c'est surtout sur ce processus que j'aimerais mener la discussion aujourd'hui. Alors, simplement, rapidement, je voudrais vous dire en 2 points le cadre d'analyse. Je sais que l'objet de ce webinaire n'est pas un objet de recherche, d'un webinaire scientifique entre pairs, donc je n'ai pas voulu m'attarder trop sur le cadre d'analyse, mais je voudrais quand même insister sur ma positionnement, sur d'où je parle
qui je suis comme économiste, parce que en fait, vous avez une diversité d'économistes en France et ailleurs, et mon approche parfois peut être considérée comme un peu originale par rapport à ce qu'ont l'habitude de faire les économistes. Donc, en tant qu'économiste, je me définis comme économiste de l'économie politique, donc c'est un champ particulier de l'économie, et je vous en donne une définition ici, je vais la lire et insister un petit peu sur les termes que j'ai essayé de souligner ici en couleur. Donc, l'économie politique, c'est une approche particulière de l'économie qui s'intéresse bien sûr à l'économie. Donc, l'économie, par définition, c'est la science qui s'intéresse au processus de production, d'échange et de redistribution de la richesse. Et la particularité de l'économie politique, c'est de considérer que cette organisation de la production, des échanges et de la redistribution de la richesse est un phénomène historiquement situé. Phénomène historiquement situé, ça veut dire qu'il faut regarder dans le temps long, considérer que ce qu'on va pouvoir observer dans un pays va être un peu différent d'un pays à l'autre, et que cette différence, elle est liée au fait que des acteurs ont contribué à faire naître les dynamiques économiques qu'on observe, en l'occurrence ici la filière méthanisation, et que l'histoire de la méthanisation française et ses dynamiques et son évolution va nous permettre de comprendre finalement d'où on est parti et où on en est aujourd'hui, et de mieux comprendre l'histoire du processus d'émergence de la filière, permet de mieux comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, ces phénomènes historiques traduisent l'existence, et c'est le deuxième point important de cette approche, de relations de pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça économie politique, parce qu'on considère que l'économie est insérée dans les sciences sociales, et particulièrement dans les enjeux politiques et de pouvoir, de relations de pouvoir, d'acteurs qui sont considérés comme hétérogènes et qui vont, pour marquer leur pouvoir, pour faire valoir leurs intérêts, mettre en place des dispositifs à différentes échelles, donc au sein de l'industrie, ça va être les normes de l'industrie, la manière dont on va autoriser ou pas autoriser les agriculteurs ou les industriels à avoir telle ou telle pratique dans la méthanisation. Et ces dispositifs vont s'institutionnaliser à travers des normes, des règles et des coutumes. Ce n'est pas seulement un processus institutionnel au sens où on a l'habitude de l'entendre, c'est-à-dire où on considérait, voilà, il y a eu tel vote au Parlement qui a permis ou non le développement de la méthanisation par injection. C'est beaucoup plus large que ça inclut aussi les normes et les coutumes, c'est-à-dire la manière de faire, la manière dont les agriculteurs ont appris au cours du temps à faire la méthanisation, qui va faire qu'ils vont avoir des coutumes dans leur pratique qui seront plus ou moins positives et qui s'expliqueront aussi par des contraintes liées aux relations de pouvoir qu'ils peuvent avoir avec d'autres acteurs de la filière ou du champ dans lequel ils évoluent. Et donc, ces processus historiques, ces relations de pouvoir vont nous permettre de mieux comprendre ce qu'on observe aujourd'hui et les dynamiques des industries sur lesquelles on s'intéresse. D'un point de vue de la méthode, ce que je fais est original aussi, mais de moins en moins original parce que l'économie s'ouvre de plus en plus à ce type de méthode qu'on appelle méthode mixte. Je vous renvoie notamment à un numéro spécial à venir de la revue Économie rurale qui va traiter de cette question des méthodes mixtes. Et qu'est-ce que c'est les méthodes mixtes? Ça consiste à accompagner des données quantitatives d'enquêtes qualitatives auprès des acteurs. Donc, c'est une approche qu'on doit essentiellement à la sociologie et qui va permettre de mieux identifier les relations causales qui existent entre les variables au-delà des techniques auxquelles on dispose aujourd'hui dans les sciences, notamment, je pense à l'économétrie, mais aussi plus globalement aux tests statistiques, etc. Et donc, cette méthode mixte, je l'ai beaucoup pratiquée, ce qui m'a permis de réaliser aujourd'hui environ 150 entretiens auprès des acteurs de la méthanisation. Donc, ça me permet d'avoir un regard aussi des acteurs sur les processus. Alors, la filière méthanisation, la première question que je voudrais poser ici, c'est de savoir est-ce que finalement c'est une filière agricole au regard de ce processus historique dont je vous parlais, donc de cette histoire longue de la filière. Alors, pour pouvoir y répondre, il s'agit de considérer, au vu de ce que je viens de vous expliquer juste avant,
que la filière ne doit pas être regardée uniquement comme un pur processus de production, où souvent en français, quand on entend le terme filière, on entend l'idée que la filière, ça renvoie à un produit. Hein, donc dans l'agriculture, il y a plusieurs filières. Et donc, si on s'intéresse à la filière méthanisation, on va dire que le produit final, c'est le biogaz. Et puis, la logique de filière consiste à regarder toutes les étapes qui vont de l'entrée d'input jusqu'à l'output final. Ici, le biogaz dans sa forme commodifiée, c'est-à-dire vendu à des consommateurs. Et donc, on va s'intéresser à tous les acteurs qui vont participer au processus de production de ce biogaz. Et en général, quand on regarde la filière, on a une lecture très technique en se disant, ben voilà, il y a telle et telle étape qui est indispensable pour pouvoir permettre au biogaz d'être un produit commercialisable. Et c'est ces différentes étapes qu'on va essayer de comprendre. Le regard que j'ai en tant qu'économiste appartenant au champ de l'économie politique est beaucoup plus politique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de regarder uniquement le processus comme un processus technique d'émergence d'un biogaz, mais aussi comme un processus qui justement fait intervenir un nombre important d'acteurs hétérogènes qui ont des intérêts contradictoires dans le processus de production, et ces intérêts contradictoires vont se manifester dans les enjeux liés aux choix technologiques qui vont être effectués, mais aussi, bien sûr, un point important pour un économiste, à la partage de la valeur ajoutée. Donc, il s'agit de reconnaître, c'est un vieux champ de l'économie qu'on appelle l'économie industrielle. On fait référence notamment aux travaux d'Arena sur l'économie industrielle, qui est un ouvrage de référence qui date de 1988 et qui porte directement cette question, comme considérer la filière en regardant les jeux d'acteurs dans le processus de production et reconsidérer ces jeux d'acteurs comme des jeux d'acteurs conflictuels qui traduisent l'existence de conflits d'intérêts sur l'appropriation de la valeur du produit final. Ces deux enjeux de filière et ces enjeux de conflit viennent s'ajouter des enjeux plus macroéconomiques, donc moins industriels et plus macroéconomiques, qui sont des enjeux de la manière dont cette filière peut être instrumentalisée par d'autres acteurs n'appartenant pas à cette filière comme moyen de répondre à différents enjeux qui sont parfois contradictoires. Donc, bien sûr, l'enjeu essentiel identifié dans la filière méthanisation, c'est celle de la crise écologique, de réduire les effets de la pollution agricole. Et bien sûr, dernier enjeu, c'est des enjeux purement économiques du secteur agricole lui-même. Le fait que c'est un secteur en crise, on le sait maintenant depuis longtemps, c'est observé par les économistes agricoles, et que cette crise s'explique essentiellement par la globalisation, le fait que cette globalisation a conduit à libéraliser les marchés agricoles, ce qui a rendu les prix beaucoup plus flexibles et donc l'agriculture beaucoup plus fragilisée par les fluctuations des prix et les enjeux du coup d'appropriation par l'agro-industrie de la valeur ajoutée des agriculteurs. Alors, à partir de là, si on a cette lecture d'économie politique, rapidement, ça je vais assez vite parce que c'est des choses que vous avez sans doute déjà dû lire, soit de nos propres travaux avec mes collègues, soit par ailleurs par d'autres collègues sur les dynamiques. Ben, ce qu'on observe, c'est grosso modo que la méthanisation, au début des années 2000, c'était essentiellement une méthanisation qui était vue comme un moyen de compléter les revenus d'agriculteurs, d'éleveurs, et qui positionnait du coup la méthanisation comme un complément, comme un atelier complémentaire de l'élevage, et qui venait par des jeux d'économie d'échelle, par des jeux de complémentarité entre l'activité d'élevage et la méthanisation, venait stabiliser les revenus des agriculteurs, avec des objectifs très clairs qui, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, qui étaient essentiellement de réduction des coûts par des stratégies d'internalisation de la technologie de méthanisation. Grosso modo, pour être très clair, hein, c'est l'agriculteur capable de faire tourner un moteur et s'il tombe en panne, de le réparer à 3 heures du matin
pour s'assurer que l'unité de méthanisation va continuer de produire et donc assurer une certaine rentabilité de l'unité, ce que j'ai appelé un peu le système D, qui est sur un format d'une méthanisation qui va essentiellement s'appuyer sur des intrants non coûteux, c'est-à-dire du fumier, du lisier, et s'appuyer sur un savoir-faire internalisé par l'agriculteur lui-même qui a besoin de faire assez peu appel à l'extérieur pour pouvoir faire fonctionner son unité de méthanisation. À partir des années 2010, ce qu'on a vu, c'est une observation d'un changement de la technologie qui s'explique également par le fait que ce sont d'autres agriculteurs qui ont commencé à s'intéresser à cette technologie, notamment ceux qui appartenaient à la filière céréalière. Et donc l'étang, je l'ai mis ici à l'écran, est un cas emblématique, hein, donc un agriculteur d'Île-de-France qui s'est mis en fait à considérer que ces céréales, ces cultures intermédiaires à vocation énergétique produites pour les besoins, allaient pouvoir être utilisées comme intrants dans un processus de production. Et le tournant essentiel, c'est que ce n'est pas seulement un changement de type d'agriculteur, mais aussi de type de technologie, puisqu'on est passé d'une technologie en cogénération à une technologie en injection, ce qui a augmenté les coûts de production et nécessitait de coûts des capacités financières beaucoup plus fortes que le modèle système D des années 2010. Et alors, cette massification qui nous intéresse aujourd'hui, on l'observe maintenant depuis 2020. Alors, bien sûr, c'est toujours difficile de donner une date hein, de ce processus. Il remonte à avant. On peut penser aux unités NJ qui ont commencé bien avant ce processus. Dès les années 2010, on avait déjà des premières unités de méthanisation qui ressemblaient à ce genre de modèle, hein, notamment chez NJ, qui étaient les premiers à avoir investi dans ce processus. Et sur des tailles qui vont commencer à devenir de plus en plus grandes, hein, puisque NJ était quand même sur des unités plus modestes en 2010. Mais, disons, le cas emblématique, c'est Fonroche, racheté par quand même un acteur clé du secteur de l'énergie, donc des énergéticiens, Total Energy, et qui commence à développer des unités de méthanisation de très grande taille, avec plus de 100 000 tonnes de valorisation, alors que pour vous donner un ordre d'idée, sur le modèle des années 2000, on est plutôt autour de 10 000 tonnes. Sur les années 2010 et les céréaliers, on est plutôt sur du 15 000, 20 000 tonnes, sachant qu'en plus, on passe du fumier lisier à du céréal, donc des céréales, donc du coup, ces céréales ont un pouvoir méthanogène beaucoup plus fort, donc ça permet de produire plus de biogaz. Donc, ce n'est pas seulement une question de tonnage, c'est aussi une question de qu'est-ce qui est mis comme intrant, puisque le choix de l'intrant va avoir un effet sur la quantité de biogaz produit au final. Et donc, le modèle 100 000 tonnes, c'est du 100 000 tonnes essentiellement de biodéchets, de cives. On va revenir un petit peu là-dessus un peu plus tard, et qui, du coup, se caractérise par une production de biogaz très massive destinée à un marché beaucoup plus important et donc une montée en échelle, on va dire, de ce type de technologie. Cette montée en échelle ne s'est pas seulement traduite par un changement de taille, ça s'est aussi traduit par un changement des positionnements des acteurs dans la filière, Dixit, ce que je vous ai expliqué avant à propos de cette technologie. Alors du coup, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que si les premières unités étant essentiellement construites, alors je ne sais pas si on peut voir mon curseur quand je me déplace, mais si vous voyez mon curseur, vous allez peut-être pouvoir suivre un peu plus la diapositive. Alice, on peut voir mon curseur? Oui, on voit ton curseur. Ok, très bien. Donc, ça va permettre de suivre un peu mieux mon explication. Donc, ce qui est important de retenir ici, c'est les flèches, en fait. Les flèches, les acteurs. Alors, bien sûr, ici, c'est grossier, hein, c'est une présentation plus pour essayer de faire comprendre la philosophie générale de mes propos. Donc, l'idée, c'est que dans les années 2000, l'objectif était assez clair. Dans les témoignages que donnent les éleveurs, c'est une volonté de sortir du caractère captif de cette filière
des éleveurs captifs de l'agro-industrie. Bon, c'est une chose sur laquelle on n'a pas besoin de revenir. Vous avez tous entendu parler des derniers débats à propos de la position des agriculteurs dans l'agro-industrie, qui ne date pas d'hier. Et dans la méthanisation, ce qu'on voit, c'est que les gros acteurs qui ont joué un rôle clé sur la question de la captation de la valeur ajoutée au début de la technologie, ça a été essentiellement les banques, parce que les banques, elles avaient des contraintes et des soucis de s'assurer de la rentabilité de la technologie et du projet. Mais l'essentiel de la valeur ajoutée restait quand même capté par l'agriculteur, parce que l'agriculteur était propriétaire de l'unité de méthanisation. Et donc, l'objectif de la méthanisation, c'était de se dire, plutôt d'être un éleveur captif dans l'agro-industrie, je deviens un acteur clé d'une nouvelle filière, la filière méthanisation, et je vais m'appuyer sur mes compétences d'éleveur pour pouvoir développer cette technologie et cette filière. Dans le modèle de 2010, on est à peu près dans la même philosophie. Le grand changement, c'est qu'en plus des banques qui captent une partie de la valeur ajoutée à travers les coûts du crédit, on va voir apparaître une autre forme de captation de la valeur ajoutée qui va se traduire par la place des constructeurs. Alors, c'est un débat qu'on a encore aujourd'hui, parce qu'on voit que les coûts de production augmentent régulièrement sur la construction des unités de méthanisation, et les constructeurs deviennent un des acteurs capteurs de la valeur ajoutée de la méthanisation, essentiellement au moment de la construction, avec des coûts de construction de plus en plus importants. Il y a d'autres acteurs qui apparaissent, notamment on peut penser aux purificateurs, parce qu'on passe à une technologie d'injection, mais globalement, les agriculteurs restent quand même, continuent à capter une grande part de la valeur ajoutée. Et les années 2020 changent totalement la donne avec cette massification, et il faudra en débattre quand même, c'est l'objet de ma slide suivante, avec l'entrée des énergéticiens, puisque le modèle des énergéticiens revient au modèle précédent de 2020, c'est-à-dire qu'on peut voir une inversion de la filière en termes de captation de la valeur ajoutée, qui ressemble étrangement à un modèle de captation de la valeur ajoutée tel qu'on peut l'avoir dans la relation entre les agriculteurs et l'agro-industrie. Alors, je m'explique. Essentiellement, les énergéticiens vont acheter des unités de méthanisation, vont investir dans des unités de méthanisation, vont même parfois construire ces unités de méthanisation, et ce processus va conduire au fait que les agriculteurs, ce qu'on va attendre d'eux, c'est plus de produire du biogaz, mais produire de la biomasse pour que cette biomasse puisse être utilisée par des énergéticiens pour produire du biogaz. Or, cette inversion du processus va faire que, du coup, l'essentiel de la valeur ajoutée qui est contenue dans le biogaz n'est plus la propriété des agriculteurs, qui, eux, ne disposent que des inputs qu'ils vont vendre aux énergéticiens. Et donc, l'essentiel de la valeur ajoutée va être capté par ces énergéticiens, Total Energy, Engie, etc. Et donc, l'agriculteur passe du statut d'agriculteur méthaniseur au statut d'agriculteur biomassiculteur. C'est comme ça que nous l'avons appelé dans une récente publication de 2023 dans une revue anglo-saxonne qui s'appelle Ecological Economics. Et donc, ce changement, toutefois, il reste à nuancer, parce que c'est le deuxième point, c'est de dire que ces acteurs de la massification sont toutefois hétérogènes. Derrière ce modèle que je viens de vous décrire, Total Energy et Engie, se cachent d'autres modèles de massificateurs dans lesquels cette question de la captation de la valeur ajoutée devient un peu différente. Alors, je citerai deux autres exemples pour être parlant, et nous pourrons en rediscuter ensuite lors de la discussion et de la séance des questions-réponses. J'identifie deux autres modèles. Peut-être qu'il y en a d'autres, et ça peut être l'objet de la discussion. C'est l'objet du travail que je réalise actuellement, donc je n'ai pas la prétention d'être exhaustif dans ma présentation. Mais en tous les cas, on identifie deux autres modèles. Alors, le premier, c'est celui des coopératives qui commencent à s'intéresser à la méthanisation, et je dois dire que c'est quelque chose qui est un tournant pour les coopératives, parce que dans les premières enquêtes que j'ai réalisées au tournant des années 2020, c'est-à-dire il y a 4-5 ans,
quand j'interrogeais des coopératives dans mes enquêtes pour essayer de comprendre quel était leur positionnement par rapport à la méthanisation, c'était un positionnement de pur accompagnement des agriculteurs, c'est-à-dire hors de question d'entrer au capital des unités de méthanisation. Ce qu'on veut, nous, c'est permettre à nos agriculteurs, parce qu'on est une coopérative de betteraves ou parce qu'on est une coopérative sucrière, parce qu'on est une coopérative céréalière, nous, ce qui nous intéresse, c'est nous assurer que nos agriculteurs vont continuer à faire leur activité principale qui nous intéresse pour notre coopérative. Et si on doit garantir cette capacité à produire en les soutenant dans une logique de diversification, ben, aidons-les, et faisons en sorte que les agriculteurs coopèrent pour monter des projets d'unités de méthanisation. Et donc, on va avoir un rôle d'accompagnateur dans ces projets d'unités de méthanisation, mais notre rôle s'arrêtera là. Or, quand on voit apparaître des projets comme Secalia aujourd'hui, qui est porté par la coopérative Dijon Céréales, si ma mémoire est bonne, eh bien, on voit que c'est un autre modèle qui est proposé, sur lequel je laisse un point d'interrogation parce que je n'ai pas pu faire des enquêtes auprès de ce type de coopérative, donc je n'ai pas encore des idées assez claires sur la manière dont ce type d'acteurs décide de passer des contrats avec les agriculteurs et de partager la valeur ajoutée générée par la méthanisation. Est-ce que du fait que les agriculteurs appartiennent à ces coopératives, ils vont pouvoir bénéficier d'un retour sur la valeur ajoutée générée par la méthanisation? J'en suis pas certain, mais ça reste une question ouverte aujourd'hui. Je n'ai pas les idées claires sur le type de modèle qui est proposé. En tous les cas, c'est une question qui peut se poser de savoir qui dispose de partage de la valeur ajoutée. Le dernier modèle, c'est un modèle encore différent. Alors, j'ai cité comme exemple Agriopal, on pourrait en citer d'autres, dans lequel viennent se glisser dans le modèle précédent des céréaliers méthaniseurs un modèle de type des agriculteurs qui connaissent déjà bien la méthanisation, vont décider d'accompagner d'autres agriculteurs dans des projets de méthanisation en rentrant au capital de sociétés de méthanisation, leur permettant d'acquérir plus de capital et donc de fonds propres, donc pouvoir soutenir les projets d'investissement auprès des banques. Et donc, ces agriculteurs qui viennent accompagner d'autres agriculteurs ne sont pas seulement des accompagnateurs en termes de conseils, ils sont aussi des investisseurs et rentrent au capital de ces unités de méthanisation et donc vont bénéficier d'une partie du retour sur investissement à travers les dividendes, etc., qui vont être perçus de leur propriété partielle des unités de méthanisation. Donc, c'est un modèle un peu différent parce que ça reste un modèle très agricole. Ça reste un modèle aussi dont la massification va surtout porter sur le nombre d'unités de méthanisation plus que sur la taille des unités de méthanisation elles-mêmes. On a un modèle autour de 300 normomètres cubes, ce qui est quand même pas négligeable en termes de taille, mais on est très loin des 100 000 tonnes, voire des 400 000 tonnes de Secalia. Mais un modèle dans lequel on a quand même des agriculteurs qui deviennent des vrais businessmen de la méthanisation et qui vont comme ça accompagner et rentrer au capital d'un nombre élevé d'unités de méthanisation, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Alors, ces acteurs hétérogènes, on peut aussi les identifier par une méthode un peu plus quantitative. Donc ça, c'est un travail que j'ai réalisé en m'appuyant sur les données de Sinoé et pas seulement parce que, bien sûr, les données de Sinoé ne fournissent pas beaucoup d'informations sur notamment les constructeurs. Et donc, je me suis intéressé un peu à ces acteurs qui contribuent à la massification. Et pour moi, les acteurs qui contribuent à la massification, ce n'est pas seulement ceux qui investissent dans les unités, mais c'est aussi ceux qui contribuent à faire en sorte que la technologie pour la massification puisse exister. Donc, j'entends par là, est-ce qu'il existe une technologie d'unité de méthanisation de taille supérieure à celle qui sont déjà bien maîtrisées par les constructeurs allemands et maintenant par les constructeurs français d'unités de méthanisation dans un modèle plutôt agricole. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette slide, donc, qui est juste des boîtes à moustaches, donc pour ceux qui ne connaissent pas bien les boîtes à moustaches, ça permet de regarder ici la médiane. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est la puissance exprimée en kilowatts électriques. Donc, j'ai tout converti, que ce soit de l'injection ou de la cogénération, je l'ai exprimé en kilowatts électriques. Donc, on voit que la médiane reste autour de 250 kW électriques. Mais par contre, là, c'est une boîte à moustaches dans laquelle j'ai retiré toutes les valeurs aberrantes
on va voir que des valeurs aberrantes, il y en a, que si on inclut ces valeurs aberrantes, elles écrasent totalement notre boîte à moustaches, et du coup, qu'on voit émerger et sortir des unités de méthanisation qui sont certes des unités de méthanisation qui sont peu nombreuses, mais qui sont des détails très importants. Et on voit apparaître des constructeurs assez intéressants. Par exemple, on peut citer Atlantic Industries, mais aussi des constructeurs, ce que j'ai appelé la catégorie des constructeurs industriels et que je détaille dans la slide suivante. Alors, les constructeurs industriels, c'est qui? C'est ces énergéticiens qui vont produire leurs propres unités de méthanisation. Et donc, on va voir apparaître dans le paysage des constructeurs d'unités de méthanisation des nouveaux acteurs qui vont être soit des spécialistes d'unités de méthanisation de grande taille, soit les investisseurs eux-mêmes qui vont développer des compétences autour de la construction d'unités de méthanisation, quid de savoir est-ce que ces compétences, ils ne vont pas aujourd'hui les transférer à travers des services fournis à d'autres acteurs. Alors, on peut citer Fonroche avec Total Energy qui a développé ses propres compétences. On a aussi les acteurs plus de la construction, Vinci, Eiffage, les acteurs qui sont plus de tout ce qui est recyclage et déchets, donc Suez, et puis Engie lui-même à travers sa filiale Engie Bios qui va construire des unités de méthanisation. Voilà, alors ce que cette slide souligne également, très rapidement, c'est montrer que si on regarde juste les constructeurs français, on voit qu'on a toute la panel des constructeurs qui sont capables de construire des tailles, mais des unités de méthanisation de différentes tailles, mais ce qui m'intéresse, c'est de montrer que ces constructeurs sont plutôt dans des modèles de spécialisation sur des tailles spécifiques d'unités de méthanisation. Par exemple, Naskeo, qui est assez connu en France, constructeur donc français, est plutôt sur un modèle équivalent du modèle Planète allemand, c'est-à-dire des tailles quand même assez conséquentes d'unités de méthanisation, mais qui restent quand même des unités de méthanisation essentiellement agricoles. Et on voit apparaître des constructeurs qui sont très différents, qui vont répondre à ces enjeux de massification, comme Atlantic Industries et comme les constructeurs industriels. Et si on regarde les boîtes à moustaches, on voit très clairement qu'il y a des spécialisations sur les tailles des unités de méthanisation. Alors, pour conclure, puisque j'arrive à la fin de cette présentation, je voudrais souligner les enjeux d'enjeux différents de cette massification qui, de mon point de vue, alors c'est un peu la slide un peu politique où je sors de ma casquette de chercheur pour porter un message politique. Parfois, je me donne l'autorisation de le faire, même si j'ai une posture plutôt positive et j'essaie souvent de ne pas donner mon point de vue. Là, ici, j'ai décidé aujourd'hui de le donner parce que je pense que c'est important en tant que chercheur d'aussi donner son point de vue. Et donc, moi, je considère qu'aujourd'hui, on est à l'heure des choix parce que les enjeux économiques sont quand même très importants, les enjeux industriels sont importants, les enjeux écologiques sont importants et les enjeux sociétaux sont importants. Ce que j'ai essayé de vous montrer à travers cette présentation, c'est que de cette histoire longue de la filière méthanisation, on peut retirer deux choses. D'abord que d'un point de vue de la méthanisation agricole elle-même, il y a eu des évolutions et des changements de modèle, mais que les agriculteurs sont restés des acteurs qui possédaient la valeur ajoutée, qui contrôlaient la capacité de capter cette valeur ajoutée. Avec la massification, on peut se poser la question en fonction du modèle de massification, donc, parce que j'ai souligné que cette massification elle-même, comme pour la méthanisation agricole, elle est en train d'être hétérogène, qu'il y a différents modèles de massificateurs, et que ces différents modèles de massificateurs ne répondent pas tout à fait aux mêmes enjeux. On voit par exemple que AgriOpal reste dans un objectif où on va garantir une captation de la valeur ajoutée, en partie pour des agriculteurs, ce qui n'est pas du tout le cas des énergéticiens qui vont clairement faire des agriculteurs des biomassiculteurs qui produisent de la biomasse au service d'énergéticiens qui, eux, vont capter la valeur ajoutée. Et on ne peut pas croire que des énergéticiens ne rentrent pas dans ce genre de marché sans une arrière-pensée en termes de volonté de capter de la valeur ajoutée. Donc, il y a des enjeux économiques sur la question de savoir qui va capter la valeur ajoutée et en fonction des choix de massification ou de non-massification, ce qui est une option aussi possible, je n'ai pas insisté là-dessus, mais parce que ce n'était pas l'objet de la présentation aujourd'hui, en fonction de la massification ou de la non-massification, les enjeux en termes de qui va capter la valeur ajoutée ne sont pas du tout les mêmes. Les agriculteurs, les énergéticiens, les constructeurs aussi, qui ne sont pas négligeables dans cette capacité à capter la valeur ajoutée. Des enjeux industriels aussi, parce que cette filière méthanisation pose la question de savoir quels vont rester les acteurs clés de cette industrie. Est-ce que ça va rester les agriculteurs?
à travers des enjeux autour de l'épandage, du fractionnement du digestat qui émerge, qui peut se poser la question de savoir, jusqu'à présent, même si les agriculteurs deviennent des biomassiculteurs, ils gardent un petit peu de pouvoir sur la méthanisation. Parce que quoi? Parce que c'est eux qui disposent des droits d'épandage. Donc, les énergéticiens, ils ont du digestat à épandre et ils doivent proposer un plan d'épandage. Et donc, il faut qu'ils continuent à coopérer avec les agriculteurs. Donc, il y a une espèce de d'accord, je te donne ma biomasse, je suis un biomassiculteur, mais aussi je récupère du digestat. Mais on voit apparaître des technologies nouvelles comme le fractionnement du digestat qui va permettre peut-être éventuellement de lever cette contrainte si on se passe du point de vue des énergéticiens. Puis ça pose aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de cette filière méthanisation. Est-ce qu'on veut en faire un enjeu plutôt sur l'industrie du biogaz et non plus des enjeux agricoles, de maintien de l'agriculture, mais des enjeux énergétiques, de savoir est-ce que l'objet de la filière méthanisation, c'est de remplacer le gaz russe. Je le dis très vite pour être caricatural, mais aussi être un peu provocateur. Des enjeux écologiques différents parce que d'un côté, une forme de massification, voire des choix politiques de non-massification, pourrait contribuer au tournant écologique de l'agriculture. Bien sûr, ça suppose de donner une définition claire de quel type d'unité de méthanisation, quel type de modèle de méthanisation peut contribuer à ce tournant écologique. Pas tous, ça c'est certain. Dixit les enjeux et les débats actuels sur l'utilisation des cultures intermédiaires à vocation énergétique, et puis des enjeux aussi écologiques parce que contribuer au tournant énergétique peut être vu aussi d'un point de vue des enjeux écologiques comme une manière de contribuer au nouveau mix énergétique de la France. Donc vous voyez que les enjeux ne sont pas simples et je ne suis pas en train de dire ici que les uns ont raison, les autres ont tort. J'essaye plutôt de poser les débats futurs à venir. Enfin, des enjeux sociétaux qui sont différents. En fonction de la massification, l'acceptabilité sociale de la technologie va être différente parce que les tailles sont différentes, parce que les acteurs qui vont posséder sont différentes. Et ça pose aussi une question d'acceptabilité politique de la prise de pouvoir des massificateurs et de la perte de pouvoir d'une partie des agriculteurs de cette filière méthanisation. Voilà, je termine avec cela. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à venir me rejoindre à travers les réseaux sociaux. Je vous laisse mes coordonnées de ma boîte mail et vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn que je n'utilise pas beaucoup parce que je suis un chercheur, donc je suis plutôt sur ResearchGate, mais qui est le réseau équivalent de LinkedIn pour les chercheurs. Mais voilà, je peux faire des efforts et essayer de passer de temps en temps sur LinkedIn pour regarder si vous m'avez laissé des messages. Et sinon, je vous invite à aller voir les travaux que l'on a menés avec différents collègues sur ce sujet. Je vous remercie pour votre attention et passons maintenant à la séance de questions-réponses. Alors Alice, comment on gère sur la partie questions-réponses, si tu peux m'éclairer sur ce point? Est-ce que c'est toi qui le dis, puis ensuite tu me dis? Alice, on ne t'entend pas, je crois que ton micro est coupé. Ouais. Ah. Je crains qu'Alice ait peut-être des problèmes de micro, parce qu'elle m'avait signalé qu'elle avait des problèmes de micro, donc peut-être, est-ce que les autres participants m'entendent? Je pense que vous ne pouvez pas répondre, mais voilà. Donc ce que je vais proposer, c'est que je vais faire la séance de questions-réponses en même temps. Donc là, je vois apparaître une série de questions. Je vais essayer d'élargir mon écran je vais les prendre dans l'ordre. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, ça y est, Alice, on t'entend. Parfait. Voilà, le retour du casque. Donc, nous avons plusieurs questions. Je vais commencer par la première à propos de la planche 6 avec les 3 modèles qui avaient émergé successivement en 2000, 2010, 2020. Quel est l'équilibre entre ces modèles d'après toi? C'est une question de Léo Bénichou de GRDF. Ok, alors ça, c'est une très bonne question. Évidemment, ça suppose de faire de la quantification. C'est très difficile de le faire, mais c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est un énorme travail sur lequel je me suis lancé depuis 2 ans
mais pour l'instant, je suis tout seul à le faire, donc ça me prend beaucoup de temps. Donc l'idée, pour moi, c'est effectivement de poser vraiment très clairement cette question. Donc évidemment, proportionnellement, je pense qu'on peut dire qu'en termes de quantité d'unités de méthanisation, donc sur les 1600, 1700 unités de méthanisation disponibles aujourd'hui sur Sinoé, je sais qu'il y a un débat sur le nombre exact d'unités de méthanisation réellement en fonctionnement, mais disons que je me base sur la base de Sinoé et j'essaye de la compléter parce que je pense que c'est quand même la base qui est la plus utilisable pour un scientifique, j'entends. Je dirais que massivement, le modèle qui reste massif aujourd'hui, si on prend une variable de stock, pour parler comme un économiste, c'est-à-dire si on fait une photographie aujourd'hui des unités de méthanisation, ça reste le modèle agricole individuel. En masse, alors j'ai pas mis la slide, mais j'ai une slide qui essaye de faire un peu ce comptage. Clairement, aujourd'hui, ça continue à être ce modèle. Par contre, si on regarde d'un point de vue beaucoup plus dynamique, depuis 5-10 ans, ce qui se développe vraiment, c'est l'injection. Et derrière ça, une augmentation de la taille, une place beaucoup plus présente des céréaliers, soit à travers le fait que ce soit eux-mêmes qui investissent, soit à travers le fait qu'ils contribuent à travers la production de cultures intermédiaires à vocation énergétique. Et donc, clairement, en termes de dynamique, aujourd'hui, c'est ce deuxième modèle, le modèle de Ndis, qui se développe de plus en plus. D'accord ? Et donc, c'est lui qu'on voit massivement. Toutes les nouvelles unités de méthanisation ressemblent plutôt à ce modèle-là. Et par contre, si on s'intéresse au dernier modèle, donc celui de Total Energy, etc., c'est un modèle qui est beaucoup plus modeste en termes de nombre d'unités de méthanisation. Hein. C'est une vingtaine d'unités de méthanisation dans le table de données, dans la database de Sinoé aujourd'hui. Par contre, en termes de biogaz produit, bah, ça commence à être non négligeable. Donc, ça dépend aussi où est-ce qu'on met l'indicateur de la taille. J'espère avoir répondu à votre question. Je pourrais être plus précis, mais j'ai des données que je ne vais pas partager ici parce que ça me suppose de faire des partages d'écran un peu compliqués, mais j'essaye de faire cette quantification aujourd'hui. Une question qui rejoint un peu ce sujet-là. Quelle est la cohabitation entre ces différents modèles? Ce que je peux interpréter comme est-ce qu'on peut en avoir à proximité, quel effet sur les ressources, etc. Alors, sur le premier modèle, je pense que c'est le modèle qui, par sa logique de système D, est le moins impacté par l'arrivée des énergéticiens et de la massification, puisque je vais être plus large, parce qu'il ne s'agit pas pour moi de parler que d'énergéticiens, de la massification, c'est ceux qui sont le moins impactés. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans cette logique d'intégration complète de la filière, ils essayent de maîtriser tous les coûts, le savoir-faire, etc. Donc, en fait, ils ont beaucoup, dès le départ, et parce que les banques leur ont imposé aussi ça, assurer leur intrant, et donc ils maîtrisent totalement leur intrant, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu conflictuel autour de l'intrant dans ce modèle. Et en plus, la plupart sont en cogénération, donc ils n'ont pas non plus le problème de la capacité d'injection des réseaux de distribution. Sur les deux autres modèles, au contraire, la cohabitation est plus compliquée. Elle est plus compliquée, mais ça dépend du type de massificateur. Si on regarde le modèle d'étang, clairement, c'est un secret pour personne. Bon, ben, l'étang, il est aussi à la fois dans ce modèle, c'est un agriculteur qui fait des cultures des cives et qui a son unité de méthanisation, mais il est aussi dans ce modèle que j'ai décrit ici de type Agriopal. Alors, c'est pas Agriopal, c'est une autre entreprise, mais un modèle où il va mettre de l'argent au capital d'autres unités de méthanisation pour aider d'autres agriculteurs à se développer. Donc, il est dans une logique de massification, mais bien sûr, facilement deviner que cette logique de massification n'est pas dans une logique de rentrer en concurrence avec ses propres unités de méthanisation. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de conflit autour de l'accès aux intrants. En revanche, sur la cohabitation entre ce modèle de 2010 et le modèle 2020, les questions sont beaucoup plus fortes parce qu'elles portent sur le fait qu'une partie des agriculteurs vont abandonner l'idée d'un projet collectif. Donc, s'il y avait des agriculteurs qui se disaient moi, j'aimerais bien investir dans une unité de méthanisation, mais j'aurais besoin
d'un agriculteur pour m'accompagner, d'un autre collègue, de 4 ou 5 autres collègues. Le modèle collectif d'agriculteurs devient compliqué si, disons, ces collègues plus réticents à l'idée d'investir dans une méthanisation vont se dire, oh, ben, pour moi, c'est beaucoup plus simple, je vais produire des cultures intermédiaires à vocation énergétique et je vais le vendre à Total Énergie. C'est beaucoup plus facile pour moi, je prends beaucoup moins de risques et finalement, c'est un débouché comme un autre. Ben, on voit que ça rend les projets d'unités de méthanisation agricole collective plus compliqués et en même temps, deuxième enjeu, bien sûr, ça crée la concurrence sur l'accès aux intrants aussi et ça crée la concurrence sur l'accès au réseau de distribution de gaz qui pourrait être levé, qui commence à être levé à travers les technologies de rebours, mais qui ne sont pas des technologies qui sont développées partout. Donc la question reste quand même ouverte aujourd'hui sur des conflits aussi sur l'accès au réseau de gaz. Merci. On a une question sur ce que tu utilises comme terme de biomassiculteur. Tu nous as parmi les distinctions, donc peut-être la définition, puisque les agriculteurs sont des cultivateurs de biomasse depuis toujours, mais oui, alors évidemment, là, quand j'utilise, alors je renvoie au papier dont j'ai fait référence, sur lequel on est beaucoup plus clair là-dessus, parce que je ne peux pas détailler tout. Donc, c'est un papier en anglais dont on a publié une version un peu différente, mais qui reprend cette thématique de la biomassiculture en français dans une autre revue, mais j'ai oublié le nom, mais je pourrais la retrouver si vous m'envoyez un mail pour la personne qui m'a posé la question, je pourrais répondre. Donc, dans ce papier, dans Ecological Economics, sur les complex relationships between non-food agriculture and sustainable bioeconomy, l'idée, c'est d'avoir une vision plus large sur la bioéconomie en tant que telle, donc en considérant la méthanisation comme une forme de bioéconomie, et d'essayer de montrer que le positionnement des agriculteurs par rapport à ce nouveau marché qui est celui de la bioéconomie va être très différent d'un agriculteur à l'autre, et notamment parce que nous, ce qu'on distingue dans biomassiculture, c'est de dire on peut être un agriculteur qui va produire, tout l'enjeu, c'est l'enjeu de la commodification, c'est-à-dire pourquoi on produit cette biomasse. C'est pas de dire que quoi qu'il arrive, l'agriculteur fait de la biomasse. On est d'accord. Majoritairement, c'est quand même bien ce que fait un agriculteur. Mais ce qui est la question, c'est pourquoi il le fait. Qu'est-ce qu'il va chercher dans la biomasse? Est-ce qu'il a intérêt pour la complexité de la plante qu'il va produire? Est-ce qu'il a intérêt pour le rapport écologique de la plante et les propriétés écologiques de la plante dans un écosystème? Est-ce qu'il a un intérêt pour juste aller chercher du carbone? Voilà. Et donc, du carbone, c'est du CO2, mais bien sûr aussi du CH4. Donc, pour ce qui nous intéresse dans ce projet-là, c'est dans ce que je suis en train de parler aujourd'hui, c'est plutôt du CH4. Donc, quand je dis biomassiculteur, alors déjà dans le papier, on n'utilise pas biomassiculteur, on va dire biomassiculture, parce que ça permet de ne pas caricaturer l'agriculteur, qui continue à être un agriculteur, mais un agriculteur qui fait de la biomassiculture. Et de la biomassiculture, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais produire de la biomasse, mais cette biomasse, ce que je vais chercher, sa commodification, ce que je vais en faire sur le marché, c'est du carbone, c'est du CH4, et ce que je produis, c'est du CH4. Et c'est tout le tournant pour moi de la période 2000-2010, c'est quand les agriculteurs sont passés de l'idée je veux faire du biogaz à je veux optimiser mon processus de production de biogaz, je veux aller chercher le pouvoir méthanogène de la biomasse que je vais produire. Et donc, ce n'est pas n'importe quelle biomasse que je vais chercher, et je vais produire une biomasse dont je cherche la propriété en capacité à sortir du carbone, à sortir du CH4. Merci. On a des questions plus tournées sur l'idée d'arbitrage et de régulation. Donc, est-ce qu'il y aurait une régulation souhaitable ou possible? C'est assez large. Un peu plus détaillé, quels pourraient être les facteurs clés pour déclencher un modèle plutôt qu'un autre et qui pourrait trancher le débat de la priorité, puisqu'on est dans le même, à mon sens, on est dans le même enjeu. Ouais. Alors c'est une question qui est évidemment difficile parce que ça demande à faire de la prospective, ce dont je ne suis pas spécialiste. Donc moi ici, là, je pose les questions, je ne prétends pas être capable d'y répondre. Mais l'objet de la science, c'est aussi de poser des questions. Toutefois, pour répondre à cette question, je voudrais apporter un point important, c'est que en tant qu'économiste de l'économie politique, mon positionnement sur la question des enjeux de la régulation, c'est de dire que la régulation,
ce n'est pas seulement un enjeu de pouvoir public et de politique publique. D'accord? Donc, il y a la régulation au sens anglo-saxon du terme, de regulation, ce qui veut dire, nous, tout ce qui va être politique publique, réglementation, voilà, je cherchais le terme, en français, regulation, c'est réglementation. Et donc, on a tendance aujourd'hui à faire de l'anglicisme en utilisant le terme de régulation, mais souvent dans la tête des gens, quand ils parlent de régulation, ils parlent de réglementation, et je pense que là, c'était le sens de la question. Mais moi, justement, j'ai une lecture beaucoup plus large, donc je pense que la régulation, au sens français du terme, c'est-à-dire si on l'ouvre beaucoup plus largement, c'est pas seulement un enjeu de réglementation, c'est pas seulement un enjeu de politique publique, c'est pas seulement un enjeu de ce que va décider le Parlement, c'est aussi un enjeu de la capacité des acteurs à construire des normes et à construire des coutumes, etc., qui vont aller plutôt dans un sens ou plutôt dans un autre. Donc pour moi, l'objet est de dire, il ne s'agit pas seulement de s'intéresser à ce que peut faire le régulateur, ce que peuvent faire les politiques publiques, c'est aussi de dire comment les agriculteurs eux-mêmes, comment les différents acteurs peuvent s'emparer de ces sujets et contribuer à une orientation vers tel ou tel sens de l'enjeu. Pour donner un exemple, sur la question de l'enjeu de l'écologisation, on pourrait se dire qu'il y a des enjeux de réglementation, en disant par exemple, il est interdit de mettre plus de 50% de culture intermédiaire à vocation énergétique dans une unité de méthanisation, ou si on fait de la culture intermédiaire à vocation énergétique pour des enjeux écologiques, alors on n'a pas le droit d'utiliser des herbants, on n'a pas le droit d'utiliser d'engrais chimiques, etc. Donc, ce qui se fait aujourd'hui. Hein. Donc, on pourrait imaginer tout un procédé de réglementation qui irait dans une orientation écologique et qui ferait que ça limiterait l'usage des cives. Et donc, on voit bien qu'en limitant l'usage des cives, puisque la plupart de ces massificulteurs s'appuient sur ces cives pour pouvoir produire, ça va forcément limiter leur capacité de produire. Mais ça, c'est un enjeu purement réglementation, donc regulation en anglais. Mais il y a aussi un enjeu de régulation au sens de l'industrie elle-même, comment les acteurs vont peser de tout leur poids pour faire valoir leurs intérêts à travers plein de dispositifs qui vont au-delà de la réglementation. Par exemple, un enjeu qui peut paraître très éloigné du sujet, mais c'est l'enjeu de la comptabilité agricole. Est-ce qu'on est capable de mettre en place une transition vers une comptabilité agricole? Et on voit bien que cette transition vers la comptabilité agricole, ce n'est pas seulement un enjeu de réglementation, de donner aux experts comptables le droit de faire telle ou telle pratique, d'avoir telle ou telle pratique comptable quand on fait le bilan comptable d'une exploitation agricole, mais c'est aussi la manière dont on va pratiquer et reconnaître l'utilité sociale de l'agriculture, etc. Et donc, la comptabilité agricole et la possibilité de construire des instruments de comptabilité agricole, de reconnaissance de la comptabilité agricole par les pairs, etc., va être un enjeu pour se diriger vers tel ou tel modèle, parce que, par exemple, si on se dit, une unité de méthanisation, ça a le droit d'être rentable sur 20 ou 30 ans plutôt que sur 8 ans, eh bien, ça change tout sur quel type d'unité de méthanisation ils vont apporter. Et on voit que ce n'est pas seulement un enjeu de réglementation, c'est aussi un enjeu de est-ce que la banque accepte de dire qu'on accepte un retour sur investissement qui n'est pas de 8 ans, mais qui va être de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans. Et ça, ce n'est pas seulement un enjeu de réglementation, c'est aussi un enjeu de pratique du secteur de la finance, de normes mises en place par le secteur financier. Donc, on voit que ça dépasse très largement les enjeux de l'industrie. Et donc, c'est toutes ces dynamiques-là qu'il faut regarder pour mieux pouvoir dire vers quoi on va tendre ou ne pas tendre. Alors, ça ne me permet pas de répondre à la question que je vois bien, que j'entends bien quand on me pose cette question de savoir qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en pensez que c'est les massificateurs qui vont gagner? Moi, je pense que c'est très difficile de répondre à cette question parce que précisément, il faut regarder tous ces points de détail qui sont parfois très éloignés du périmètre sur lequel on s'intéresse. Et donc, moi, en tant que chercheur, l'un des enjeux pour moi, c'est de définir mon périmètre d'observation qui n'est pas seulement celui de l'industrie et de la filière méthanisation, parce qu'on voit bien que
s'intéresser à la comptabilité écologique, s'intéresser aux pratiques des banques, c'est aussi mieux pouvoir comprendre et anticiper quelles vont être les dynamiques futures de transformation de la filière méthanisation. Merci. On a une question sur l'acceptabilité sociale. Est-ce qu'il y a un lien entre la taille des unités, par exemple industrielles, et l'acceptabilité sociale des projets? Alors, ça, c'est vraiment pas sur les travaux sur lesquels moi, je me focus. Il y a des travaux, je pense notamment aux travaux de Sébastien Bourdin, qui travaille vraiment sur ces questions-là. Donc, je renvoie à ces travaux pour être un peu plus. Il y a des choses qui sont en train d'être publiées en plus en ce moment pour suivre le côté éditorial. Je sais qu'il y a quelques papiers qui vont sortir sur ces questions-là. Donc, je ne fais pas référence directement à mes travaux, mais je m'appuie plutôt sur ces travaux-là. Ce que manquent ces travaux, c'est que quand même, clairement, c'est pas seulement un enjeu de taille, mais la question de la taille va compter. Pourquoi? Parce que là, les enjeux de l'acceptabilité, c'est quand même des enjeux des nuisances. Et ces nuisances, c'est surtout les questions qui sont pas seulement des questions autour des odeurs, mais surtout, et un point crucial, c'est la question de tout ce qui est chargement, déchargement, de la circulation des intrants sur un périmètre très restreint, parce qu'une unité de méthanisation, ça reste sur un territoire. Et donc, l'acceptabilité sociale, oui, elle va changer en fonction de la taille, principalement parce que ça va avoir des impacts sur certains des facteurs explicatifs de la non-acceptabilité sociale, notamment celui de la circulation massive de camions pour pouvoir apporter une masse d'intrants, 100 000 tonnes, c'est pas rien, ça suppose de nombreux camions journaliers, et donc un des aspects de l'acceptabilité sociale de cette massification, c'est les enjeux de l'impact de cette massification sur certains facteurs explicatifs de cette acceptabilité sociale, notamment un des facteurs clés que j'ai identifié moi, dans à la fois les lectures que j'ai pu faire et aussi mes propres observations, c'est celui de la circulation de ces véhicules massivement autour d'un territoire très limité qui va beaucoup impacter les riverains. Merci. Alors, on a une question qui va un peu plus revenir sur les changements de typologie de projet. Quels sont les principaux facteurs qui expliquent ces changements depuis 15 ans, donc en termes de tarifs, de politique, de réglementation ou autres? Alors, les facteurs explicatifs du changement de 2000 à 2010, ils sont assez facilement identifiables, et j'en reviens à ma lecture d'économie politique, c'est-à-dire que c'est un travail politique, c'est le terme qu'on utilise dans ce champ de l'économie, c'est un travail politique, donc c'est-à-dire, pour le dire vraiment de façon très caricaturale, un travail de lobby qui a été fait par une partie des agriculteurs eux-mêmes. Je pense notamment à l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, qui est née sur cette période-là et qui a très clairement contribué à faire en sorte que la technologie d'injection soit reconnue comme une technologie acceptable à travers des décrets qui ont été publiés. Alors, je n'ai pas les dates des décrets en tête, mais ça correspond à peu près à cette période-là. 2011. Pardon ? 2011. Voilà, 2011. Voilà. Je savais que c'était sur cette période-là, mais je n'avais pas la date exacte. Donc, quand ce décret est sorti, donc là, c'est vraiment réglementation. Quand la réglementation a permis cela, bien sûr, ça a permis le développement de la logique de l'injection. Après, il y a eu des réglementations qui ont imposé, par exemple, que en fonction de la taille de ce qu'on voulait faire comme unité de méthanisation, si on dépassait une certaine taille, alors on est obligé de faire une étude de faisabilité de l'injection, et si l'étude de faisabilité de l'injection s'avère positive, on a l'obligation de faire de l'injection plutôt que de la cogénération. Donc il y a clairement un basculement de modèle. Ce qui m'intéresse ici, c'est de dire que ce basculement de modèle, c'est un travail politique d'acteurs particuliers que sont les agriculteurs céréaliers. Voilà, on l'identifie, ils sont en Île-de-France, il y a 5-6 agriculteurs, peut-être c'est un peu plus que ça, mais c'est très facilement identifiable, et ça a donné lieu à une réglementation ensuite. Mais ce qui m'intéresse en tant qu'économiste de l'économie politique, c'est de dire qu'il y a eu d'abord un travail politique sur l'industrie pour faire en sorte que l'industrie change sa réglementation et permette à ce modèle de voir le jour. Le modèle énergéticien, il est né d'une manière plus différente. Pour moi, c'est des choix stratégiques
et c'est ce qui explique cette hétérogénéité des modèles de massificulteurs, c'est que c'est des choix stratégiques qui sont faits à différentes périodes et à différents moments, sans que de mon point de vue, il n'y ait de changement de la réglementation, mais peut-être que j'ai tort et auquel cas les spécialistes qui sont dans la salle virtuelle pourront me corriger. Mais de mon point de vue, il n'y a pas eu vraiment d'évolution de la réglementation qui a fait qu'on a donné l'autorisation à une taille plus importante des unités de méthanisation. Par contre, clairement, il y a des stratégies qui ont été portées. Quand ces céréaliers, par exemple, agriculteurs, se sont convaincus que leur modèle, ça faisait vraiment quand même beaucoup d'argent et qu'on pouvait se faire un max de pognon, pour parler rapidement, en faisant la méthanisation, bah, ils se sont dit pourquoi pas multiplier le truc. En même temps, ça permet d'accompagner les agriculteurs qui n'ont pas forcément les reins solides pour le faire. Et nous, ça nous permet de rentrer au capital et de continuer à se faire de l'argent là-dessus en contrôlant la totalité du modèle. Et ça, c'est plutôt le modèle AgriOpal, avec une volonté d'intégration, hein, puisqu'on voit qu'on essaye par exemple de trouver des débouchés nouveaux en faisant des stations bio-GNV, des choses comme ça. Donc il y a une volonté aussi de développer le modèle. Hein. Pas, je ne veux pas être caricatural dans mes propos ici. Hein. Et puis, de l'autre côté, Total Energy Engie, bon, le basculement, c'est Fond Roche, Total Energy qui se dit, bah, voilà, moi, je fais déjà depuis longtemps des énergies alternatives. Hein. C'est pas pour rien que Total a changé son nom et est devenu Total Energies avec un S, notamment dans différents pays. Hein. On peut penser à la place de Total dans l'huile de palme et la manière dont cette huile peut être utilisée pour produire du biogaz ailleurs qu'en France, eh bien, essayons finalement de développer cette énergie en France, parce que autant c'est difficile de produire du pétrole en France, autant finalement du biogaz, on peut le produire en France. Donc, investissons dans cette technologie, ça nous permet finalement de nous positionner sur le marché européen de la production de biogaz. Ce que je voudrais dire ici, c'est que quand même, moi, les indices qui me permettent d'identifier quand même que c'est un choix stratégique d'acteurs, plus qu'une évolution de la réglementation, c'est que ces changements-là, on les observe beaucoup moins ailleurs. Et un fait marquant pour moi de cet indice que c'est très franco-français quand même, cette affaire, c'est que si vous regardez le modèle allemand, qui est quand même très en avance par rapport au modèle français depuis longtemps sur la méthanisation, ben on voit que les Allemands, ils n'ont pas chopé le tournant de cette biomassification, de cette massification, pardon. Et ça se traduit par les acteurs, les constructeurs. Autant les constructeurs allemands se sont très bien positionnés sur le modèle agricole, voire le modèle agricole de grande taille. Je citais Planète aujourd'hui et son équivalent français Neskeo. Mais finalement, les Allemands n'ont pas été dans la logique de se dire je passe du modèle méthanisation agricole à je vais répondre à des attentes d'énergéticiens et développer de la méthanisation pour les énergéticiens. Est-ce que c'est eux qui ont raté le tournant? Est-ce que c'est les énergéticiens qui ont fait un choix technologique de ne pas faire appel à ces compétences-là? Je n'ai pas la réponse parce que je n'ai pas pu questionner ces énergéticiens. Sans doute qu'eux ont la réponse. Mais en tous les cas, clairement, le fait que l'évolution soit différente en Allemagne et en France traduit qu'il y a un choix de stratégie d'acteurs qui s'explique essentiellement par le fait quand même que les énergéticiens, c'est des acteurs qui comptent en France beaucoup plus qu'en Allemagne dans les politiques publiques. On peut penser au débat sur le nucléaire aussi, la place d'EDF dans ce genre de choses, et le fait que si EDF a choisi de mettre le paquet sur le nucléaire, bah, du coup, il y avait aussi un boulevard qui s'ouvrait pour les autres énergéticiens sur les autres énergies alternatives. Merci Pascal. Je vois une question qui soulève un point que j'allais aborder. Les certificats de production de biogaz qui sont actuellement en cours de définition, un décret devrait sortir dans le courant de l'année, qui sont un projet actuellement en discussion, qui vont imposer aux fournisseurs de gaz naturel sur le marché de restituer à l'État des certificats de production de biogaz, donc c'est-à-dire des preuves qu'ils ont produit ou acheté du biométhane pour l'injecter dans leur offre. À mon sens, ce texte-là, même s'il n'est pas encore sorti, c'est l'anticipation de ce texte-là qui a poussé Engie et Total Energy à se positionner comme producteurs de biométhane. Oui, c'est sans doute vrai. Je ne peux pas l'affirmer parce que effectivement, j'ai pas enquêté ces acteurs et c'est des choses que je voudrais faire dans le futur. Donc,
si certaines personnes sont dans la salle, ont des contacts auprès de Total Energy et Engie et savent que chez Total Energy et Engie, il y a des gens qui seraient intéressés à me donner leur point de vue sur cette affaire et à discuter avec moi ou avec l'équipe que je constitue, n'hésitez pas à m'écrire. J'en profite pour passer ce message de scientifiques désirant rencontrer des acteurs pour mieux comprendre les dynamiques du secteur, de la filière. Mais oui, en fait, je pense qu'effectivement, disons que ça va dans le sens beaucoup plus grand de la manière dont toutes ces réglementations françaises, européennes sur la décarbonation vont impacter les changements et les stratégies des acteurs qui commencent à se dire, en fait, on va devoir décarboner. Décarboner, ça va passer par un certain modèle qu'on peut critiquer, ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, qui est ce modèle de type certificat. Et donc, pour pouvoir obtenir des certificats, produisons nous-mêmes, ça va nous permettre aussi de décarboner sur nos autres secteurs, notamment quand on est Total Énergie et qu'on doit décarboner du pétrole, on va pouvoir le faire à travers tous ces dispositifs, dont celui qui est cité ici. Donc, je pense qu'effectivement, on ne peut pas négliger la manière dont ces dispositifs accompagnent les acteurs dans des anticipations. En même temps, je vais nuancer ce que je viens de dire, précisément parce que j'ai une approche d'économie politique, je ne peux pas non plus m'empêcher de penser que ces acteurs font un travail politique, un travail politique dans l'industrie, et je ne sais pas dans quelle mesure ces acteurs n'ont pas contribué à mettre en place ces dispositifs, et donc c'est une anticipation qui vient aussi dans une stratégie de construction de ces propres dispositifs pour les accompagner dans le développement de leur stratégie d'investissement dans ce type de filière. Donc, pour le dire plus clairement, la question de la causalité, ici, elle se pose. Et quand on regarde les choses d'un point de vue d'économie politique, la relation causale n'est pas si évidente. Est-ce que c'est parce qu'on anticipe une réglementation dont on n'est pas un acteur contributeur de cette réglementation, que du coup, on vient s'intéresser à une filière particulière, ou bien est-ce que parce qu'on a un intérêt particulier sur une filière, qu'on se dit qu'on va pouvoir développer cette filière, qu'on a mis en place à travers un travail de lobby, des dispositifs réglementaires qui vont contribuer à nous permettre de développer de nous insérer et de rentrer dans cette filière. Du coup, quelle est la relation causale entre le développement, l'intérêt pour la filière et les décrets qui sortent aujourd'hui et les dispositifs qui sont mis en place? À mon avis, la relation n'est pas aussi simple que ça et elle mérite vraiment d'être creusée. Je n'ai pas la réponse, mais elle mérite vraiment d'être creusée. Pascal, j'ai une remarque de Jacques Viard dans les questions sur est-ce que le terme de massification est approprié ou est-ce que ce que vous décrivez est plutôt une industrialisation, puisque la massification pourrait être des projets collectifs agricoles sans que ce soit forcément des gros projets industriels. Je me permets de dire que le terme de massification a été largement employé lors des journées recherche-innovation de la semaine dernière à Pau par différents intervenants, avec notamment derrière ce qu'on décrit sans massification, c'est l'enjeu de se dire on va produire beaucoup plus de biogaz. C'est ça qui va être massifié. Ouais. La méthode, la méthode avec la taille des unités n'est pas incluse dans la formulation de massification. Oui. Alors, moi, je l'ai dit en préambule, donc d'abord, je remercie pour cette question. Cette question remarque que je partage partiellement et en fait, je n'ai pas de réponse à cette remarque. J'ai été très prudent en préambule de ma présentation. J'ai dit que j'avais choisi la notion de massification parce que même si je n'ai pas pu être aux journées de la semaine dernière, j'ai eu vent de ce terme de massification et donc pour un choix purement de compréhension du webinaire, j'ai choisi le terme massification pour dire au moins ceux qui sont là sauront de quoi on parle parce que c'est le terme qui vient aujourd'hui. Je ne dis pas nécessairement que c'est le bon terme. Ce qui m'intéresse ici, c'est de dire j'ai pas encore le bon terme. Voilà. Autant biomassiculteur,
j'assume ce choix et je sais ce que je veux dire par biomassiculteur. Je pense avoir très clairement expliqué. Sur massificateur, ou voilà, massification, c'est plus, je suis plus prudent sur ce concept parce que précisément, ce qui m'intéresse, c'est de dire il faut aller voir qui est un travail en cours que je suis en train de réaliser. Donc, je n'ai pas la réponse absolue sur qu'est-ce que c'est que ce processus qu'on observe. Ce qui est certain, c'est que les choses sont en train de changer. On est dans une dynamique nouvelle. On est dans une nouvelle étape de la filière méthanisation. Est-ce que cette étape peut être décrite à travers cet objet de massification? J'en suis pas certain parce que précisément, ce que j'ai essayé de vous montrer dans la présentation aujourd'hui, c'est que quand même cette massification, elle est très hétérogène. Donc, il y a des enjeux différents à chaque fois, d'où cet intérêt de la méthode mixte, de dire il ne s'agit pas de regarder seulement quantitativement ce qui se passe et de dire ah ben regardez les tailles d'unités de méthanisation, les unités de méthanisation sont de plus en plus grandes. Il faut rentrer un peu dans les détails, il faut aller dans le qualitatif parce que aller dans le qualitatif, ça nous permet de dire attention, cette massification, elle est hétérogène. Est-ce qu'on peut vraiment parler de massification? Est-ce que c'est pas plutôt une industrialisation? Peut-être, peut-être pas. Ça dépend ce qu'on met dans l'industrialisation. Pour moi, industrialisation, on y est depuis le début, d'accord? Parce que faire de la méthanisation, c'est un procédé industriel. Donc, en tant qu'économiste, j'ai envie de dire industrialisation, je ne mets pas le même terme que monsieur et madame tout le monde dans la notion d'industrialisation. Parce que dans l'industrialisation, on a l'idée de monter en échelle. Or, pour moi, en tant qu'économiste, l'industrialisation, c'est pas ça. L'industrialisation, c'est plutôt de dire on va s'appuyer sur des technologies nouvelles pour rationaliser un procédé de production ici du biogaz. Et cette rationalisation du procédé de production a pour volonté de mieux commodifier le produit qu'on essaye d'obtenir, c'est-à-dire d'être très précis et d'être très qualitatif dans le produit qu'on obtient. Faire du biogaz, c'est pas faire n'importe quoi, et ça, c'est un objectif des agriculteurs depuis le début. La qualification du biogaz, c'est quelque chose qui a évolué au cours du temps, notamment quand on est passé à l'injection, parce qu'on a eu des contraintes d'autres industriels, notamment des distributeurs de gaz, qui disaient attention, on veut que notre CH4 il soit de telle qualité parce qu'il ne doit pas venir perturber le gaz naturel qui sont déjà dans notre tuyau. Et donc, on a ce procédé de qualification. Et pour moi, l'industrialisation, d'un point de vue d'un économiste, l'industrialisation, ce n'est pas une question de taille, c'est une question de comment on qualifie un produit et de quelle manière, par quel procédé technologique, normatif, réglementaire, on va déterminer les spécificités et les caractéristiques du produit fini qu'on souhaite obtenir. Et ça, cette industrialisation, on l'a depuis le début, on l'a d'ailleurs aussi dans l'agriculture, hein, c'est pas pour rien qu'on parle d'agro-industrie. Et donc, je ne suis pas non plus convaincu par la notion d'industrialisation, de mon point de vue d'acceptation d'économiste de ce qu'est l'industrialisation, qui pour moi ne renvoie pas nécessairement et même pas du tout à des enjeux de massification. Donc, industrialisation, massification, je ne suis pas sûr de massification, je suis d'accord avec vous, je ne suis pas non plus convaincu par industrialisation. Je crois que pour moi, une bonne manière de répondre à cette question, c'est de remettre au cœur de la question du pouvoir et de la captation de la valeur ajoutée. Moi, derrière cette massification, en tant qu'économiste, ce qui m'intéresse, c'est de dire ce qui est en train de changer aujourd'hui, c'est la distribution de la valeur ajoutée. Et donc, si on veut rendre compte de ce processus-là et peut-être trouver un terme qui serait homogène par rapport à ces différents acteurs hétérogènes, ça serait celui de prendre comme critère de classification celui de la distribution de la valeur ajoutée et dire quand la valeur ajoutée elle est perdue aux agriculteurs, alors on peut parler de ce phénomène. Est-ce que ça s'appelle massification? Est-ce que ça s'appelle industrialisation? C'est un débat qui reste ouvert. Merci. Alors, il reste encore quelques questions qu'on n'aura pas le temps de traiter puisqu'on a déjà dépassé l'horaire initialement prévu. Il y a deux points sur lesquels je voudrais ouvrir en dernière question. C'est la question finalement des autres deux angles. La méthanisation, c'est une façon de produire de l'énergie à partir de ressources agricoles. Comment est-ce qu'elle se positionne, différencie par rapport à
l'énergie, par exemple, solaire photovoltaïque qu'on peut produire dans le contexte agricole, ou par rapport à l'utilisation de la biomasse pour d'autres utilisations que l'alimentation ou l'énergie, le textile, l'industrie chimique, etc. Alors, merci pour cette question. Donc, si je comprends bien, Alice, c'est la dernière question et je vais essayer de répondre vite, c'est ça l'objectif? Alors, je dirais que cette question, elle est vraiment essentielle et elle renvoie à une autre question qui renvoie aux transformations de l'agriculture. Je l'ai dit dans le papier dont j'ai fait référence, que je vous invite vraiment à aller lire pour ceux qui me posent ces questions, même s'il est en anglais, The Complex Relationships Between Non-Food Agriculture and the Sustainable Bioeconomy. Le sujet, c'est précisément la bioéconomie. Et pour moi, effectivement, je considère que la méthanisation, ça doit être regardé d'un point de vue de cette question-là, qui est une question beaucoup plus large, qui est celle de savoir comment on repositionne l'agriculture dans les enjeux de transformation des industries, je mets un pluriel à industrie, hein, des industries, comment finalement ça permet de revoir l'emboîtement de l'agro-industrie avec d'autres industries. Et ça, c'est l'enjeu pour moi de la bioéconomie, parce que sinon on peut dire mais l'agriculture, ça a toujours fait de la bioéconomie. La bioéconomie, c'est une autre façon de parler de l'agriculture. Non, c'est une autre façon de parler de l'agriculture, mais c'est surtout une autre façon de regarder la place de l'agro-industrie dans les industries. Et pour moi, effectivement, il y a des arbitrages qui sont en train de se faire entre différents modèles d'agriculture, entre différents choix d'agriculteurs qui vont pouvoir se positionner dans une diversité de manières de faire la bioéconomie. La méthanisation est une manière de faire la bioéconomie, ce n'est pas la seule. Parfois, elle peut être complémentaire avec d'autres manières de faire de la bioéconomie, notamment aller chercher la propriété des plantes, peut tout à fait être compatible avec, à faire du biogaz si ce biogaz se fait en utilisant telle ou telle biomasse. Donc, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et j'ai oublié le deuxième point, donc je ne vais pas m'éloigner aller plus loin dans ma démonstration. Le solaire agricole. Oui, alors le solaire photovoltaïque, merci, voilà, j'avais oublié ce deuxième point. Donc pour répondre à cette deuxième question, donc réponse à la première question, oui, c'est un enjeu d'emboîtement de l'agro-industrie avec d'autres industries, et c'est très large ces autres industries, hein. C'est l'industrie textile, c'est l'industrie aéronautique, c'est l'industrie énergétique, de l'énergie, etc. Donc c'est beaucoup plus large que ça. La pharmaceutique, la biotech. Ça, voilà ma réponse à ma première question. Donc, il faut vraiment avoir cette lecture-là en tête quand on s'intéresse à la méthanisation de mon point de vue. Et la réponse à la deuxième question, là, je ne peux pas y répondre, mais sachez qu'on est très précisément en train de répondre à cette question avec des collègues, puisque j'appartiens à un projet qui s'appelle Trajet Breton, qui est financé par la MSA et dont l'objet est d'essayer de regarder comment les agriculteurs s'investissent dans la question énergétique, dans la question de la transition énergétique, donc pas écologique, mais la transition énergétique. Et ce qu'on fait, c'est des enquêtes qualitatives auprès d'agriculteurs bretons. Donc, on a pris la Bretagne comme étude de cas et on essaye de regarder quels sont les choix en termes d'entrée dans la transition énergétique des agriculteurs bretons. Et on voit par exemple que bien sûr il y a la méthanisation, mais il n'y a pas que ça, il y a du photovoltaïque, il y a du solaire. Et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre quelles sont les motivations qui sont derrière ces choix et est-ce qu'il y a des complémentarités. Est-ce que par exemple un agriculteur qui fait de la méthanisation va être aussi un agriculteur qui va avoir plus de tendance à aller vers le photovoltaïque. Ce qui est certain, c'est que je ne peux pas répondre à ces questions parce que c'est l'objet des enquêtes qu'on est en train de mener aujourd'hui, donc on n'a pas la réponse, mais on va être en capacité d'ici quelques mois de répondre à cette question, de savoir est-ce qu'on peut dire rapidement, définir un profil d'agriculteur transitionniste, voilà, c'est-à-dire d'agriculteur qui rentre dans une philosophie de transition énergétique. Et qu'est-ce que ça nous dit de cette philosophie de transition énergétique par rapport à son positionnement en termes écologiques? Est-ce que quand on est un agriculteur intéressé sur les questions de transition écologique, on a plutôt tendance aussi à aller sur ces questions de transition énergétique et vers quelle transition énergétique on va aller? Est-ce que c'est plutôt photovoltaïque? Est-ce que c'est plutôt l'éolien? Est-ce que c'est plutôt le solaire, pardon? Est-ce que c'est plutôt la méthanisation? Est-ce que c'est plutôt les trois?
pour l'instant, nos premiers indices semblent nous indiquer quand même que le profil de l'agriculteur va beaucoup compter et qu'il va de plus en plus rentrer dans une logique de complémentarité. Donc, quand on fait de la méthanisation, on va aussi chercher à faire notamment des panneaux solaires, etc. Merci beaucoup Pascal. Je remercie tous les participants qui ont tenu jusqu'au bout. Vous trouverez le support et l'enregistrement de ce webinaire en lien sur notre site internet d'ici lundi au plus tard. Et pour information, le prochain webinaire du CTBM se tiendra le 24 mai à 11 h. On change complètement de sujet. On parlera du projet CH4+, réalisé notamment par Nasqueo avec le soutien de GRDF, qui développe une méthodologie pour évaluer les performances des équipements complémentaires en méthanisation, notamment les pré-traitements et les additifs. Donc notez la date, 24 mai, 11 h. Vous aurez le lien d'inscription avec dans le mail qui vous enverra le lien pour les supports de cet événement. Voilà, merci à tous. Merci Merci beaucoup encore à pour Pascal. l'invitation. Et voilà, j'invite tous les participants à ne pas hésiter à me prendre contact avec moi via mon adresse mail ou tout autre moyen si vous souhaitez prolonger la discussion. Pour moi, c'est un véritable intérêt aussi d'être en discussion avec les gens qui sont sur le terrain et qui vont pouvoir m'aider à mieux comprendre et corriger mes erreurs et mes explications pour aller de plus en plus dans la précision sur les dynamiques que je cherche à observer. Donc, merci encore à tous et tous pour votre attention et merci Alice pour cette invitation et ce séminaire. Mais je t'en prie. Bon appétit à tous. Au À revoir. bientôt. Au revoir.